Bonjour, bonjour à toutes et tous, c'est un grand bonjour et merci à toi Tania de me rejoindre aujourd'hui. Bonjour Adrien, merci de m'avoir invité tout d'abord. C'est un plaisir. Eh bien écoute, plaisir partagé, même c'est un honneur. Tania, tu es hypnothérapeute, tu es aussi formatrice, tu as ton institut à Annecy Réa Active et tu travailles aussi avec la FNH, l'Association française de nouvelle hypnose. Comme tu le sais peut-être, j'aime bien pour apprendre à mieux te connaître et puis rentrer dans le vif des sujets qui nous intéressent. Si tu veux bien nous parler un peu de ta vie d'avant et surtout dans quelle mesure elle peut avoir une influence sur ta pratique en tant qu'accompagnante et en tant que formatrice aujourd'hui. Absolument. Alors ma vie d'avant, oh là, elle est longue ma vie d'avant, parce que tu vois, je suis plutôt jeune. Ma vie d'avant, moi je suis infirmière de formation. Donc j'ai travaillé donc en tant qu'infirmière dans les services de soins, donc avec des patients douloureux. Moi j'ai travaillé en unité de soins intensifs en cardio. Et puis donc la communication, c'est pour un truc, la communication avec les patients. Je voyais toujours que la façon dont on accueillait les patients au départ, pour moi, ça avait un impact sur le parcours à l'hôpital, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc le milieu du soin, puis quand on est infirmière, je pense qu'on ne l'est pas par hasard. Donc entre l'infirmière et l'accompagnement. D'ailleurs, là, il faut faire attention pour pas tomber dans une posture de sauveur, mais voilà. Et puis, moi, j'ai découvert la PNL quand j'étais infirmière, justement, quand j'étais même élève infirmière, donc j'avais 20 ans. Donc la programmation neurolinguistique, hein, pour ceux qui connaissent pas, et de la PNL, donc c'est un bel outil. Et quand j'ai découvert la PNL, je me suis vraiment intéressée au fonctionnement du cerveau, parce que j'ai un côté très cartésien, comprendre comment on fonctionne. J'ai vu qu'on pouvait avoir des résultats super intéressants, assez extraordinaires. Donc je me suis d'abord intéressée, puis j'ai commencé à me former à la PNL. Et la PNL, bien sûr, étant en partie tirée de l'hypnose ericksonienne, eh bien, ça m'a ouvert les portes vers l'hypnose. Et donc, bien entendu, tout mon parcours. Et puis, bien sûr, comme je pense qu'on devrait tous faire, j'ai eu un suivi aussi par un psychologue à titre personnel. Et donc, c'est là où j'ai découvert les séances d'hypnose. Et c'est là où je me suis dit, OK, ça, c'est super intéressant. Et donc, j'ai commencé à vouloir me former. Je me suis d'abord formée à la PNL. Moi, quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à me former à la PNL. Ouais. Donc, tu vois, c'est une logique finalement. Génial. Et euh, le mot qui me vient, c'est un peu ovni, mais je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais en tout cas, je suis touché en fait que tu aies rencontré. Effectivement, la PNL et l'hypnose sont un peu cousines. Donc, quand on se forme à la PNL, la passerelle est assez naturelle. Mais finalement, toi, tu l'as rencontré relativement tôt et tu t'es en fait construite, même tes compétences et ta pratique d'infirmière. De ce que je comprends, tu l'as co-construite déjà avec cette approche PNL hypnotique, quoi. Ben, complètement parce que j'étais passionnée, vraiment passionnée par le fonctionnement du cerveau, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, il y a eu des séances pour moi qui ont été très intéressantes. Et du coup, j'ai commencé à me former très tôt. Donc oui, j'ai utilisé assez tôt toutes ces techniques dans ma pratique d'infirmière. Et après, j'ai quand même changé de métier puisque j'ai eu une autre voie, tout en continuant à me former avec la PNL, avec tous ces outils de communication. Je suis allée après aussi, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, hein, et j'ai allé aussi toujours dans le milieu du soin parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et entre autres, j'ai allé au niveau du bloc opératoire pour aller aider, assister les chirurgiens pour poser des appareils de stimulation pour pour les gens qui avaient des problèmes d'incontinence, entre autres. Et donc je suis toujours restée dans le milieu du soin, toujours à voir comment ça fonctionnait. Donc là, c'était plus un côté, on m'appelait technico-commercial, ingénieur technico-commercial. Ingénieur, c'est un bien grand mot pour moi, parce que quand j'étais sur mes trucs, j'ai où est-ce qu'on met la pile, tu vois. Donc, je trouve que le mot n'était pas vraiment adapté. Mais en tout cas, j'ai toujours voilà, été dans le milieu et toujours resté en contact avec le milieu du soin, même après. Et ensuite,
eh bien, la vie a fait que j'ai décidé d'en faire mon métier. Et donc, j'ai créé mon école, etc. Super. Euh, Peut-être que ce sera intéressant que tu nous parles aussi de cette étape-là, parce que c'est quand même un sacré challenge de monter son école. Ouais. Euh, Je, J'avais envie de te questionner. J'ai l'impression que la vision de la PNL et des liens avec l'hypnose est parfois un petit peu confuse. Notamment en France, j'ai l'impression que ça a pas mal changé, mais il y a eu une approche de la PNL qui était un petit peu intellectualisante. Tu vois, où il faudrait évacuer notamment les états hypnotiques. J'ai eu la chance d'aller me former pour le NLP Practitioner avec Richard Bandler à Londres. Donc, c'est le Cool. premier cours de PNL dans le cursus proposé par son inventeur. Et si tu veux, enfin, le troisième jour, donc après 2 jours de formation, tu as 350 personnes dans une salle d'hôtel et tout le monde qui fait des interruptions de pattern avec des mains collées au visage. Et du coup, une forme presque d'aberration d'avoir voulu dissocier complètement la PNL de l'hypnose, en tout cas l'état hypnotique de la PNL, d'autant que, tu me diras ce que tu en penses, mais quand tu utilises des outils de PNL, c'est-à-dire quand tu aides la personne à être plus curieuse et à avoir plus de capacité d'action sur ses mécanismes internes, sur les films qu'on se fait, sur les mots qu'on se prononce, sur ses sensations, par définition, t'es plus dans ton état de conscience normal. Alors voilà, c'est une question, c'est même pas vraiment une question, en tout cas c'est une invitation un peu à tiroir, mais voilà, est-ce que tu peux nous donner ta vision, toi, aujourd'hui, de la complémentarité ou du lien entre PNL et hypnose, et puis si tu te reconnais un peu dans cette manière un peu à la française peut-être d'utiliser la PNL et de voir si c'est encore d'actualité d'ailleurs. Ouais, alors bah, c'est une très bonne question parce que je suis toujours très en colère des gens qui parlent de la PNL sans savoir ce que c'est. On entend des choses parfois très curieuses. Il y a des gens d'ailleurs qui font de la PNL sans le savoir. Et ça, c'est même dans certaines écoles qui utilisent finalement les deux, la PNL et l'hypnose ensemble. Donc, alors, pour moi, la PNL, moi, ce qui m'a intéressé dedans, c'est que effectivement, à la base, la PNL, c'est de la modélisation. C'est-à-dire que Grinder et Bandler ont modélisé différentes personnes pour essayer de reproduire en faisant encore plus simplement ce qu'ils font. Et parmi les personnes qu'ils ont modélisées, bon, on a des grands thérapeutes. On a bien sûr Milton Erickson, on a aussi on a la Gestalt, on a l'analyse transactionnelle, on a la thérapie familiale. Bref, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette approche, c'est justement que on a différents axes. Ça, c'est la première chose qui m'a beaucoup plu. La deuxième chose qui m'a beaucoup plu, c'est que justement, dans la PNL, on a deux versions pour moi. On a des techniques où on est plutôt dans la compréhension, dans l'analyse, dans la réflexion, avec une grille de lecture PNL, avec le questionnement, avec ce qu'on appelle les stratégies d'excellence. Et puis, on a aussi l'autre côté, un tas de ce qu'on appelle protocoles qui sont très hypnotiques. Et d'ailleurs, dès qu'on commence la PNL, quand on fait un ancrage, finalement, il est hypnotique. Et puis, donc, je pense que ça a été séparé, ce côté hypnose PNL, parce que Grinder et Bandler n'ont pas voulu que la PNL reste au niveau des thérapeutes. Ils ont voulu que ce soit aussi du développement personnel et que ce soit accessible à tous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises idées sur la PNL, ou peut-être que c'est enseigné différemment, mais après, parce que la PNL a été utilisée aussi au niveau commercial. Mais d'ailleurs, si on regarde les subtilités de langage en hypnose, d'ailleurs, Olivier a écrit son livre Le charlatan éthique, 30 ans d'hypnose. C'est quoi l'hypnose? On va utiliser des subtilités de langage. Finalement, parfois, on utilise des choses qui ont été reprises par la vente pour influencer les personnes. Sauf qu'en en tant que thérapeute, on influence dans le bon sens. D'accord? Et un Donc, commercial, excuse-moi, je t'interromps, un commercial peut influencer dans le bon sens. Il me semble que Bandler a cette phrase de dire, tu peux utiliser des techniques de manipulation pour forcer une vente. Il y a d'ailleurs, je sais plus, dans une chanson, cette phrase qui me semble absolument choquante de dire que, je sais, j'ai plus les mots exacts, mais le plaisir du commercial, c'est de vendre quelque chose de trop cher à quelqu'un qui en a pas les moyens et qui en a pas besoin. Le plaisir d'un vrai vendeur,
c'est de vendre à des gens qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on leur propose ou qui n'ont pas de quoi se le payer. Quand ces deux cas sont réunis, alors c'est là que le sport commence. Mais ce que nous dit Bandler, c'est si tu es vraiment un bon commercial, peut-être que tu vas réussir à refourguer une voiture de sport à un père de famille. Mais quand il rentre chez lui et que la poussette, elle rentre pas dans le coffre, il va se rendre compte de l'erreur. Et inversement, un bon commercial va réussir à faire émerger le besoin ou à cibler le besoin de manière tellement précise qu'ensuite la personne sera tellement contente qu'elle va vous envoyer tous ses amis. Je m'appelle d'entendre dire ça. Donc, c'est vrai qu'aussi en France, on peut avoir une vision du commerce qui peut être excessivement négative parfois, et ça peut être un acte positif pour toutes les parties impliquées, quoi. Et c'est souvent marrant que tu dis ça parce que j'ai eu aussi une vie commerciale, n'est-ce pas? J'ai eu pendant un temps, j'ai fait de la promotion immobilière et je n'ai jamais vendu une maison à quelqu'un qui ne pouvait. Il m'est même arrivé de refuser de vendre en disant à la personne, c'est pas le moment pour vous, vous allez être dans l'embarras. Et ce que tu dis, je l'ai vécu, c'est-à-dire que les gens disent merci et ils envoient d'autres personnes. Et justement, pour faire le lien entre la PNL et la communication, parce qu'il y a beaucoup de communication, savoir créer l'alliance, savoir créer le rapport, eh bien, une fois que le rapport est créé, euh, enfin, la PNL m'a beaucoup aidé aussi à ça, à comprendre les gens, à comprendre leur motivation. Et on peut, enfin, moi, pour moi, un bon commercial, c'est le commercial qui comprend le besoin. Et je me souviens particulièrement des personnes sur l'achat d'une maison, quelqu'un justement qui était commercial et on lui avait fait une proposition ailleurs et il n'y avait pas de bureau dans sa maison. Et je lui disais, mais en tant que commercial, ça vous intéresse pas quand même d'avoir un bureau? Et le fait, tu vois, être en relation, vraiment compris la personne, son mode de vie, etc. Eh bien, voilà, ça a fait une vente, mais une vente intelligente. Et il y a aussi des gens à qui j'ai refusé de vente et ils m'ont envoyé d'autres personnes. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Et du Génial. coup, on peut, enfin, la PNL comme l'hypnose, hein, voilà, c'est un bel outil puissant. Et quand on a un outil puissant, c'est ce qu'on dit, hein, on peut en faire ce qu'on veut. Tu as un marteau, pour reprendre la métaphore de mon ami Paul Pironnet, t'as un marteau, tu peux ou casser la voiture du voisin ou construire une cathédrale. C'est exactement ça. Excellent, et merci pour la clarification. Je pense que je l'avais quelque part dans le champ, mais là, le fait de t'écouter permet de préciser. Dis-moi si c'est bien ce que tu as voulu nous dire. Un des buts de la PNL, c'était de faire sortir les outils de la thérapie pour aller peut-être vers le développement personnel et en l'occurrence la vente et peut-être le monde de l'entreprise. Et donc en ce sens, il y a peut-être eu un effort de dissocier l'état hypnotique, puisque on peut tout à fait utiliser toutes les techniques de communication hypnotique dans un contexte professionnel sans viser un état de transe. Et Oui. peut-être que du coup, il y a eu une exagération et l'utilisation de la PNL dans le domaine thérapeutique, l'état d'hypnose, en fait, est assez inévitable, quoi, d'une certaine manière. Ah, complètement. Alors, voilà, dans le PNL, il y a le côté communication qui peut être utile à tout à chacun dans le bon sens du terme. Et puis, pour moi, dès qu'on part de toute façon, même avec une anamnèse, etc., la personne, comme tu le dis, elle est focalisée sur son intérieur. Et donc, on va forcément partir dans un état hypnotique. D'ailleurs, Jean Dupré, qui travaille sur l'hypnose conversationnelle, utilise des bases, je ne dis pas qu'il fait que du métamodèle, mais il utilise vraiment les bases du métamodèle, qui est un outil de questionnement de PNL, pour faire des insights, et il va profiter de ces insights pour aller créer de l'hypnose. Donc, complètement, c'est indissociable. Et moi, effectivement, dans des écoles, il y a différents types d'écoles. Moi, mon école, ben, moi, je suis passionnée par l'hypnose et mon chouchou, comme je dis toujours, mon préféré, c'est Milton Erickson, hein, avec tout ce qu'il a pu apporter à l'hypnose. Et même si je fais pas que ça, hein, je fais beaucoup d'autres choses. Euh, mais moi, quand j'enseigne la PNL, j'enseigne pas un protocole, j'enseigne une trame, c'est-à-dire une logique. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Et ce que je dis toujours, c'est puisque la PNL est tirée de l'hypnose, bah, autant faire quelque chose de très hypnotique. Si on parle à l'inconscient, autant parler à l'inconscient dans son langage. Donc c'est vrai que mon école de PNL, il y a le côté très questionnement stratégique, mais il y a aussi le côté très hypnotique et mes protocoles sont très hypnotiques. Très clair, et bon, je partage
ton affection pour Milton Erickson. C'est vrai que même ses apports pour l'hypnose, bien sûr, mais ses apports pour la thérapie en général, pour la Ouais. psychologie, la psychiatrie, c'est quand même un monument, même jusqu'à la systémique. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a eu une influence qui est souvent sous-estimée. Et je voulais rebondir aussi, notamment sur un protocole de PNL que ceux qui nous écoutent connaissent sûrement, qui s'appelle la détermination d'objectifs. Et donc, c'est vrai que moi, je me suis formé à l'Arche principalement au début. Et donc, ça mélangeait de manière d'ailleurs transparente, hein, l'hypnose et la PNL dans l'enseignement. C'est vrai que la PNL a cette vertu d'être assez méthodique, protocolisée. Donc, pour enseigner, c'est quand même assez pratique. Et j'étais embêté parce qu'en fait, quand tu fais une détermination d'objectif, ça prend du temps. C'est Ouais. difficile de la faire en moins de... Je trouvais qu'en moins de 45 minutes, faire une bonne détermination d'objectif, c'était difficile. Et un jour, j'ai eu un insight, une prise de conscience, c'est qu'en fait, la détermination d'objectif, c'est pas vraiment une grille de questionnement, c'est pas vraiment une grille d'anamnèse, c'est un protocole de changement. Ben, complètement. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent à partir de quand tu commences à faire de l'hypnose. Mais en fait, je commence moi toujours effectivement par un questionnement stratégique. Et en fait, le travail a déjà commencé. De toute façon, le travail commence dès que la personne est dans le cabinet. Et oui, c'est déjà le questionnement stratégique, c'est déjà un début de travail. Et rien que les questions, quand elles sont posées de façon stratégique, ça permet déjà quelque part un état modifié de conscience. Mais il y a une question que j'adore dès dès le premier rendez-vous, que je vais utiliser beaucoup pour la suite pour avoir des indicateurs de changement. C'est la question miracle. C'est OK, vous venez aujourd'hui, là, vous dormez cette nuit. Bon, je pense que tu connais bien la question miracle. Demain, vous réveillez, le problème pour lequel vous êtes venu est terminé, est réglé, mais vous ne savez pas concrètement dans votre quotidien, dans votre semaine, à quoi vous allez voir que c'est réglé, que le problème n'existe plus. Et là, rien que ça, alors c'est vraiment très hypnotique pour certaines personnes parce qu'ils se sont jamais posé la question. Ça me permet, moi, d'avoir une grille sur laquelle je vais m'appuyer pour emmener le changement. Et j'utilise beaucoup aussi les stratégies brèves orientées solutions, hein. À partir de ça, je vais mettre des indicateurs, je vais mettre, ben voilà, aujourd'hui, vous me dites que vous vous levez le matin, vous êtes plein d'énergie. OK. Aujourd'hui, quand vous vous levez le matin, vous êtes à combien? Sur la grille, sur ce que vous m'avez dit, je me lève le matin, je suis plein d'énergie. Aujourd'hui, vous en êtes à combien? Eh ben, je suis à 3. OK. Alors, super. Toujours du renforcement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous passiez à 4? Voilà, bon, tu connais bien le système, hein. Et qu'est-ce que vous avez comme ressources? Déjà, c'est super pour arriver à 3. Et sur toutes les grilles, moi, je vais vraiment utiliser cette grille lors de mon accompagnement pour le suivi, alors c'est très subjectif, on est d'accord, hein, mais c'est une grille qui va me suivre partout dans mon accompagnement pour savoir comment évolue la personne et pour qu'elle prenne conscience de son évolution. Donc oui, c'est déjà un travail et dès le départ, le questionnement stratégique et la détermination d'objectifs est déjà un travail. Et souvent, ça permet déjà d'être en état modifié de conscience. En tout cas, c'est clair que quand on se pose cette question-là, souvent les gens se la sont pas posée. T'imagines bien, si ton problème a disparu mais que tu le sais pas, qu'est-ce qui te permet de confirmer que ça a disparu? Enfin, tout le travail interne, l'introspection, d'ailleurs, on va certainement voir les gens qui vont peut-être presque fermer les yeux ou regarder vers le bas, venir s'intérioriser, processer cette question. Et là, effectivement, a priori, la personne va s'éloigner de la réalité partagée. Euh, je partage aussi ton regard, entre guillemets, ou ta stratégie. Si on peut faire en sorte que les gens aient changé avant de pratiquer l'hypnose formelle, c'est-à-dire tu vois, de faire une induction, etc., tu te facilites énormément la vie. J'ai un souvenir, j'apprécie pas mal la thérapie stratégique, notamment avec Giorgio Nardone, qui est le fer de lance contemporain, et il a une approche, notamment, tu sais, pour les gens qui font de l'agoraphobie. Et Oui, alors, l'agoraphobie, le problème, c'est que, bon, aujourd'hui, avec Zoom et tout ça, on peut travailler quand même avec des gens qui sont chez eux, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et donc, si quelqu'un, son problème, c'est qu'il est bloqué chez lui,
comment tu fais en sorte qu'il puisse suffisamment sortir de chez lui pour venir faire une thérapie, tu vois. Et tout à donc, fait. il utilise ce truc. Pareil, je suis très, très content. Merci beaucoup, Tania, que tu aies redonné la question miracle. C'est peut-être des choses qui sont connues, mais à minima, ça fait du bien de le remettre dans le champ. Et puis, peut-être que Oui, pour certaines personnes, c'est une découverte. Donc, j'aime bien que dans ces interviews, on puisse donner un maximum de matière concrète parce que je trouve que ça donne du contenu et c'est intéressant. Et donc, il propose l'intervention stratégique suivante. Il dit, bon, vu ce que vous me dites, je pense pas que vous puissiez sortir de chez vous. Ça fait 20 ans qu'elle n'est pas sortie de chez elle, la personne. Donc déjà, tu rassures et tu permets à la personne de se sentir reconnue. Et tu lui dis, d'ici le prochain échange qu'on aura, donc je veux pas que vous fassiez d'efforts pour sortir de chez vous, rassurez-vous. Ah, ok. En revanche, ce que je veux que vous fassiez, c'est, si vous décidez de rester chez vous, je veux que vous pensiez au fait qu'en fait, vous êtes en train d'aggraver votre problème. Puisqu'en ouais, restant chez vous, vous êtes encore plus déconnecté de la réalité et vous êtes encore plus, je ne sais pas s'il donne tous ces détails, mais ouais, effectivement, quand tu es dans ta tête chez toi, tu imagines toutes les horreurs qui peuvent se passer dehors. Et ouais, ouais, souvent, l'autre stratégie de coping, ou en tout cas la stratégie pour arriver à vivre la situation des gens qui font de l'agoraphobie, c'est de se faire aider. S'ils veulent sortir de chez eux, ils vont avoir quelqu'un qui les aide. Et donc, ils proposent cette même manière de fonctionner. Si vous vous faites aider pour sortir de chez vous, c'est très bien. Ah, ok, tout va bien. En revanche, j'aimerais que vous pensiez que, en vous faisant aider, vous êtes en train d'aggraver le problème. Puisque la personne qui vous aide vous envoie deux messages. Un, je t'aime, je suis là pour toi. Mais deux, tu es trop malade, tu es trop fragile pour sortir de chez toi et le faire toute seule. Et comme les gens, je finis cet exemple en deux mots, les gens, ils ont peur de ce qui peut se passer dehors, du coup, ils sont en réaction, donc ils restent chez eux. Et là, en fait, il utilise le même mécanisme contre lui-même, t'installes la peur d'aggraver le problème, ce qui fait que les gens ont envie de sortir de chez eux. Et ah je bah, l'ai pas des le milliers de fois. paradoxe, c'est son truc, hein. Pardon? Oui, oui, Le complètement. paradoxe, c'est son truc à Nardone. Exactement. Mais en tout cas, je me rappelle d'un cas précis où effectivement j'ai fait cette proposition à une dame et ça a été extraordinaire puisque suite à cette proposition stratégique, effectivement son système lui a donné envie de commencer à sortir de chez elle. Donc elle a commencé sur le palier, puis elle allait jusqu'à l'ascenseur, elle est descendue. Et en fait, quand elle est venue faire la séance d'hypnose, elle avait déjà réglé son problème au moins à 50%. Et tu vois, je me sens très touché de ça parce que j'imagine, tu reçois quelqu'un et tu fais de l'hypnose pour promouvoir du changement et aider à ce que le cerveau qui était complètement enquisté sur la peur de sortir, pff, tu vois, tu peux ramer pour désamorcer un truc comme ça. Mais si par l'expérience, la personne, elle a déjà commencé à contredire sa croyance, entre guillemets, avec l'hypnose, tu viens juste généraliser, quoi. Bon, Ouais, voilà, ça prend. ouais, complètement, complètement. Et en plus, il faut que les gens se rendent compte de ce qu'ils ont été capables de faire, parce que parfois, ils s'en rendent pas compte. Super. Justement, pour revenir à ton école, bah, je ne sais pas si c'est le plus pertinent, mais je suis curieux. Comment ça s'est présenté, la décision? T'as senti qu'il y avait un besoin? Voilà, si tu peux nous raconter un peu la naissance de Réactive. Ouais, tout à fait. Alors moi, comme je te dis, j'étais passionnée par, par tout ça, par l'hypnose, par le comportement humain, etc. Je me suis formée très tôt à la PNL et il y a un moment, j'ai eu simplement besoin, envie d'en faire mon métier. Mais alors, ce qui est très surprenant, c'est que je m'étais un peu pendant un temps éloignée de ça. Justement, j'ai travaillé dans l'immobilier et je me souviens que quand je travaillais en PNL de façon hypnotique, j'avais programmé vivre de ce métier, de créer mon école, etc. Et ensuite, ma vie a évolué, j'ai déménagé sur Annecy, j'ai refait une famille, etc. Et le projet était un peu en stand-by. Et ben, j'ai eu un gros problème de santé. Mon corps me lâchait de tous les côtés, ce qui fait que je me suis posée et que j'ai repris mes cours parce que j'étais allongée, donc j'avais du temps. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de recréer ma structure. Et quelque part, toujours, je me suis dit, mais en fait, et c'est exactement ce qu'on m'enseignait en PNL, c'est tu te programmes, donc ton cerveau va t'amener à ce que tu veux, pas forcément de la manière dont tu l'as prévu, mais inconsciemment, tu vas mettre sur ta route les éléments qui font que. Et du coup, et voilà, suite à ce problème de santé, où vraiment mon corps me lâchait de partout, eh ben, j'ai décidé de m'y remettre et je me suis relancée. Et là, j'ai décidé de créer mon école. Et donc, j'ai transformé une société que j'avais mis dans l'immobilier qui s'appelait Réa Imo.
où j'ai transformé en réa active, puisque réa, c'était réalisation immobilière, et j'ai voulu garder au départ le même préfixe, parce que j'avais une double activité pendant un petit temps. Et donc, voilà comme quoi, comment j'ai fait le transfert euh, progressivement en créant mon école avec des consultations, de la PNL d'abord, et l'hypnose est venue dans un deuxième temps. Voilà un petit peu Génial. d'histoire. Mais je trouve que la vie est coquine et la vie respecte un peu nos envies, quelque part. Donc, faut Presque. savoir parler à notre inconscient. Il faut faire gaffe à ce qu'on demande. Pas gaffe à ce qu'on demande, exactement. Tu viens faire résonner une corde sensible puisque une interview qui est sortie récemment de Sandra Mention, qui est formatrice en région parisienne, témoigne d'un parallèle par rapport au parcours de vie où effectivement elle a eu aussi un gros pépin de santé et que cette difficulté l'a forcé presque, enfin lui a fait découvrir l'hypnose et ça a été l'occasion de se réinventer complètement. Donc bon, voilà. La résilience et les difficultés peuvent parfois nous apporter du positif. Euh, j'ai une question. Allez, je te la pose un peu telle qu'elle se présente. Quand Génération Formation m'a sollicité pour être formateur, j'ai été honoré, ça m'a fait très plaisir. C'était mon rêve aussi de devenir formateur en hypnose. Euh, je me suis rendu compte, alors j'ai accepté, hein, mais je me suis rendu compte avec le recul que j'avais pas de formation de formateur. Et dans un parcours classique, si j'avais des choses à refaire, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. C'est quelque chose que je rêve encore de faire. Bon, voilà, après, il y a des enjeux de faisabilité, de temps, etc., qui font qu'on ne peut pas faire toujours tout ce qu'on veut au moment où on veut. Euh, donc, je me suis un peu improvisé formateur. Alors, je pense que, voilà, avec la passion et le travail, et puis en ayant fait beaucoup de formations aussi, on a modélisé beaucoup de formateurs, donc je crois que ce que je propose en formation est de qualité. Toi, tu t'es formée en tant que formatrice ou pareil, tu as fait ça un peu sur le tas, ça s'est mis en place comment ça? Alors, moi, je me suis formée en tant que formatrice en PNL parce qu'il y a un cursus enseignant en PNL. Ok. Et donc, je me suis formée, j'ai fait tout le cursus enseignant où pour revoir toute la PNL dans différentes écoles, ce qui m'a permis de rencontrer aussi Paul Pironnet, que j'apprécie beaucoup. Et donc, je me suis formée en tant que formatrice enseignante en PNL avec le parcours validé par NLPNL. Et ensuite, j'ai fait aussi une VAE de formatrice pour mon école. Donc, j'ai fait une VAE de formatrice globale qui me donne un titre professionnel de formatrice. Ouais. Et je Excellent. pense que c'est bien, ça m'a été utile et que en termes de pédagogie, parce que la pédagogie, ça me passionne aussi. Moi, j'ai vraiment besoin des deux pour être heureuse dans ma vie professionnelle. J'ai besoin d'accompagner des gens en direct, mais j'ai aussi besoin du collectif. Toi aussi, tes formateurs, c'est une autre dimension. Et je trouve vraiment passionnant. euh, la pédagogie, c'est passionnant, voir comment on fait passer un message. C'est un peu quelque part en hypnose, hein. Et d'ailleurs, former avec des techniques hypnotiques, c'est juste passionnant. Créer de la confusion, aller donner le message que tu veux que tes stagiaires entrent au bon moment, bah, c'est génial, quoi. Tu t'amuses en plus. Et puis, moi, dans mes formations, j'aime beaucoup aussi, je travaille beaucoup aussi avec le milieu hospitalier. Je forme des infirmières, je forme dans des services, je forme au SMUR. Et pour moi, j'utilise ça toujours comme une co-construction. C'est-à-dire que le fait, il y a de la pédagogie, il y a de la formation, mais c'est toujours de la réflexion pour améliorer les choses. Et dans mes formations en hypnose, je dis toujours c'est de la co-construction puisque je prends ce qu'ont les gens, ce qu'ils font, pour aller voir ensemble comment ils peuvent intégrer l'hypnose, par exemple, dans un soin infirmier, etc. Et donc, oui, je pense que la formation, je pense que un métier de formateur, c'est aussi un métier. Et je pense qu'il y a un plus à se former. Après, il y a des gens certainement qui font ça très naturellement et très très bien, hein, j'en vois beaucoup. Je trouve que c'est quand même un plus d'avoir la notion d'objectif pédagogique, d'avoir la notion de méthodologie. Ouais, je pense que c'est vraiment un plus. Ouais. C'est clair que, voilà, chemin faisant, j'ai pu faire l'expérience que l'ingénierie pédagogique, bon, ça s'improvise pas tant que ça. Alors du coup, tu peux compenser, encore une fois, avec les expériences passées, avec le travail. Pour autant, effectivement, bah, à minima, avoir une formation permet au moins d'accélérer et de sécuriser cette dimension de la transmission. Euh, Comme tu as commencé en tant que formatrice en PNL,
Et que dans ton institut, vous vous formez aussi en hypnose, notamment en partenariat avec la FNH. Alors, je sais que chez la FNH, c'est assez clair le distinguo, entre guillemets, en termes de personnes qui sont formées. C'est-à-dire qu'il y a un cycle initial qui est réservé aux soignants et il y a un cycle, je ne sais pas quel est le nom exact, mais un cycle secondaire qui est ouvert aux personnes qui sont déjà formées. Et en fait, euh, le- ce podcast et ces interviews sont nés d'un constat. Que dans les formations que j'avais vécues, j'avais le sentiment que, parce que moi je suis pas du monde du soin, tu vois, je suis pas psychologue, j'ai pas cette expérience et cette formation, et donc j'ai constaté que ça pouvait manquer de cadre, c'est-à-dire on te forme à des outils, on te forme à des stratégies de changement, mais après les enjeux de posture et de prise de recul sur les enjeux d'accompagnement étaient parfois inexistants et parfois un peu faibles. En tout cas, je me suis retrouvé euh, avec quelques années de pratique de me dire, mais en fait, je sais pas trop exactement où je suis et qu'est-ce que je fais. Euh, donc, je pense que sur l'aspect hypnose, la réponse doit être déjà assez claire puisque les soignants, ils ont un cadre dans lequel l'hypnose va venir se rajouter. Les gens qui sont déjà formés, bon, bah, ils se débrouillent un peu avec leur cadre. En revanche, sur la dimension PNL, j'imagine que chez Reactive, vous formez des gens qui sont par exemple en reconversion et qui peuvent vouloir devenir PNListes dans le sens thérapeute PNListe. euh, Comment est-ce que, déjà, est-ce que tu raisonnes avec ce questionnement et comment est-ce que tu apportes de la sécurité, des points de repère au moins, pour que les gens que vous formez puissent être les plus au clair sur leur pratique et sécuriser leurs clients, bien sûr, et puis sécuriser leur pratique et eux-mêmes en ayant un cadre qui soit suffisamment solide, quoi. Oui, tout à fait. C'est une très, très bonne question. Alors, en PNL, nous, on forme aussi des coachs. D'accord? Et donc, les coachs, il y a aussi cette fameuse posture. Donc, chez nous, dès les bases, c'est-à-dire que quelqu'un vienne pour du développement personnel pour soi, pour lui-même, ou qu'il vienne avec un projet professionnel, de toute façon, dans tous les exercices, il va passer par les trois postures. Il reçoit, il fait pratiquer et il observe, comme dans beaucoup d'écoles. Et donc, dès le début, on insiste sur ce qu'est le coaching et dès le début, on insiste sur le rapport, la communication. Et dès le début, comme c'est une posture de coaching, c'est pas de conseils. Et dès le premier exercice de PNL, on travaille sur la posture. Et on la quitte plus parce que c'est super important. Après, on a effectivement des gens qui se disent, qui vont être peut-être coach et des gens qui vont aller vers la thérapie. Et moi, je demande, alors pour certaines formations, je demande, pour d'autres, je conseille de faire aussi une formation en psychopatho. Parce que je dis toujours que ben, les gens qui arrivent dans le cabinet, ils n'ont pas une étiquette là, je suis schizophrène. Donc, alors, bien entendu, on va pas former des psychiatres ou des psychologues avec un parcours de formation en psychopatho, mais c'est vraiment pour moi important. La posture, c'est essentiel. Et puis la sensibilité pour pouvoir, j'ai un doute, hop, je renvoie à quelqu'un d'autre ou je vérifie avec quelqu'un qui a plus les compétences que moi. Donc là, oui, c'est vraiment essentiel. Et nous, c'est dès le début. Et cette posture, c'est même une posture de vie, puisque parfois, dans la vie, même en communication, on met son gratte-ciel ou on donne son point de vue alors qu'on vous a rien demandé. Et c'est pas du tout aidant, en fait. Voilà un petit peu. Donc oui, c'est vraiment un point important chez nous et chez Reactive, tous les formateurs, enfin, dans la formation est construite comme ça. La posture, la posture, la posture. Ok, la posture, les limites, on va dire, en tout cas avoir des points de repère pour connaître ses limites, ça c'est Ouais. certainement un élément fondamental du cadre. Euh, Après, je sais pas, c'est peut-être des points de détail, mais si ça te va, on explore un petit peu plus avant. Je sais pas, moi, la durée des séances, le nombre de séances. Euh, Comment est-ce que vous aidez vos stagiaires ou les gens qui se forment chez vous? Alors, tu me diras, pour les coachs, a priori, eux aussi, ils ont un cadre. Normalement, il me Oui, semble que la formation de coaching te donne un ouais, cadre assez précis. ouais. Parfois, c'est des accompagnements de 10 séances qui sont comme ça préprogrammés. Euh, pour les gens qui pourraient peut-être venir se former sans avoir ce cadre-là. Ouais. euh, Je suis complètement d'accord avec toi que dans beaucoup d'écoles et dans les programmes d'ailleurs de PNL qui sont obligatoires pour NLPNL et autres, on n'a pas le truc obligatoire de comment je construis un accompagnement sur la durée. mm, Je trouve, hein. C'est pas, ça fait pas partie des critères précis. Moi, j'ai créé une formation en plus qui complète.
justement pour retravailler en plus de ce qu'on fait déjà sur la posture et comment on accompagne, alors en coaching, on va faire un contrat, qu'il soit un contrat écrit ou oral, souvent c'est quand même beaucoup plus oral, en tout cas dans ma façon de pratiquer, mais pour une entreprise, oui, ce sera un contrat écrit. Mais oui, moi je travaille et j'ai rajouté une formation sur 4 jours où on va travailler sur le contrat, on va travailler, que ce soit en thérapie, hein. Je suis aussi thérapeute en TCC. Je suis thérapeute en thérapie comportementale et cognitive et donc il y a beaucoup de points communs avec la PNL dans ce que les praticiens en TCC vont détester m'entendre dire, mais souvent ils connaissent pas la PNL. Il y a quand même beaucoup de points communs dans l'approche. Et quand j'ai fait, moi, cette formation en thérapie comportementale et cognitive, voilà, il y avait beaucoup de choses en commun. Donc, je sais plus sur quoi j'étais partie. Oui, j'ai créé quelque chose en plus pour donner un cadre sur une stratégie d'accompagnement avec comment on passe d'une séance à l'autre, comment on suit le client jusqu'à la fin, comment on commence, comment on arrête, et comment aussi on transfère. Parce que je pense que pour moi, c'est important, si je ne suis pas la bonne personne pour accueillir un patient ou un client, si c'est du coaching, eh bien, je dois être capable de l'adresser à quelqu'un. Je ne laisse pas les gens comme ça. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, si j'ai été claire. Très clair, plus que ça, Tania, tu me donnes un frisson parce que je ne savais pas que tu avais fait ça. Et Ouais, je suis touché de voir que tu as apporté une réponse élaborée. Pas forcément là dans l'entretien, dans le sens où forcément, bah, tu vas pas nous faire la formation de 4 jours ouais, Non, mais par contre, mm, que ces enjeux, on les partage à tel point que tu as développé un module de formation sur cette thématique-là. Euh, je, je pense qu'il y a notamment, tu vois, avec l'hypnose, mais ça se retrouve avec la PNL, il y a le côté un peu magique de la pratique, et c'est vrai que parfois ça fait des étincelles, c'est-à-dire tu fais une séance d'hypnose, il y a des changements extraordinaires, et les gens viennent parfois chercher ça. ouais, Il y arrive parfois. Je suis toujours méfiant quand certaines personnes euh, présentent leur pratique comme n'étant que de la séance unique qui marche à tous les coups. Bon, voilà, ouais, ça génère plutôt de la méfiance chez moi. Et c'est vrai que je trouve que pour la sécurité de nos clients ou de nos consultants, être bien au clair, en tout cas avoir un discours, savoir ce qu'on fait et avoir un discours qui soit ambitieux et en même temps raisonnable. J'ai cette formule qui me revient parfois il faut qu'on vende du rêve. Enfin, il faut qu'on fasse rêver, parce les gens ils sont bloqués, donc il faut quand même leur ouvrir des perspectives. Il faut qu'on oui, fasse rêver, mais sans vendre du rêve, tu vois. Et je trouve que cette posture, à minima, elle mérite d'être réfléchie, c'est-à-dire, ok, comment est-ce que tu peux permettre, parce que ce serait dommage de vendre un accompagnement de 10 séances à une personne qui, si tu as du bol, en une séance peut arriver à avoir son résultat, mais ce serait dommage aussi d'enfermer la personne dans quelque chose de très court qui peut ne pas être satisfaisant. Et je sais qu'au début, en tout cas dans ma formation initiale, voilà, on nous avait lâché un peu l'idée, bon, bah, vous faites 3 séances à peu près, tu vois. Et je sais que justement, j'ai lâché un peu des gens dans la nature, en mode, ah bah tiens, il y a un début d'amélioration, et je trouve que c'est une belle suggestion de se dire, tiens, t'as amorcé la pompe, tu commences à aller mieux, ça va continuer. Et si ça marche, c'est super. Mais quand je suis rentré en accompagnement, moi, en tant que client ou que sujet, je me suis rendu compte qu'en fait, avoir un cadre, être contenu, savoir ne pas s'arrêter aux premières victoires, aller vérifier, et puis voilà, parfois rentrer dans le dur aussi et traverser des périodes où c'est plus difficile. euh, Tout ça m'a manqué, moi, dans ma formation. Et quand je suis c'est quand je suis devenu formateur que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un gros trou dans la raquette là, sur cette dimension-là, quoi. C'est intéressant parce que j'ai vécu la même chose en fait. Quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose, c'est pour ça que j'ai fait cette formation. C'est parce que j'ai eu le même vécu que toi. J'avais l'impression que si entre 2 séances, une séance, le problème n'était pas réglé, j'étais pas bonne quoi. Donc du coup, c'est vraiment et je dis toujours dans mes formations, j'insiste là-dessus que quand les stagiaires voient quelqu'un qui fait une super séance, ils voient une démo à un moment, à un instant T, ça fonctionne et ils n'ont pas le suivi, ils n'ont pas la suite. Et donc j'insiste vraiment sur le fait que que une thérapie brève n'est pas forcément une thérapie en 1 ou 2 séances. Et d'ailleurs, un beau recadrage que j'ai eu aussi quand j'ai fait ma formation de thérapie comportementale et cognitive,
C'est que j'ai pris conscience que en TCC, on dit une thérapie brève, c'est 10 à 15 séances. Ça, c'est bref par rapport à une psychanalyse qui dure longtemps, longtemps. Donc, ça a été un bourg-cadrage pour moi. Et ça aussi, tout ça, ça m'a permis, enfin, mon vécu m'a permis de mettre en place dans mes formations ce qui m'a manqué, en fait. Euh, je raisonne, j'espère que ça fera pas trop redite pour les gens qui me font l'honneur et la confiance d'écouter ces interviews. C'est quelque chose que j'ai déjà euh, partagé. Un de mes accompagnements les plus beaux, c'est une personne qui faisait des grosses crises d'angoisse, orientée par son psychiatre et essayait d'accompagnements médicamenteux différents, etc. Et ça fait plusieurs années, elle fait plus de crises d'angoisse, donc c'est une réussite. Et l'accompagnement. Il y a eu une séance clé qui était la 14e séance, et on a fait 18 séances. Et Ouais, c'est vrai que par rapport à l'idée de faire 3 séances, ça paraît énorme. Il y a des gens qui pourraient même penser que, et peut-être que je l'ai pensé aussi, zut, je suis pas assez bon s'il y a eu besoin d'autant de séances, mais 18 séances sur un an à peu près, quand ça fait 45 ans que la personne est aux prises avec ses difficultés, c'est peut-être finalement assez raisonnable et en tout cas touchant de voir qu'avec le recul, euh, la personne a l'air d'avoir suffisamment résolu sa difficulté pour plus la revivre. Donc, oui, et, et je te laisse rebondir, c'est juste que c'est vrai que là aussi, je trouve qu'on gagne à gagner en clarté, justement, nous, sur ce qu'on fait et sur ce qu'on peut vendre. On parlait des commerciaux, tu sais, c'est Bob Burns, dont j'ai traduit le bouquin et je l'ai fait intervenir, c'est un thérapeute écossais. Et lui, c'est un commercial, directeur commercial et tout. oui, Et effectivement, il y a cette idée, ça reboucle un peu avec le début de notre échange, Tania. Notre job, c'est d'une certaine manière d'arriver à vendre le changement à nos clients, alors peut-être à leur inconscient. Donc il y a certainement des ponts plus intéressants que ce qu'on ne croit. ouais, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais, tout à fait. Notre boulot, c'est ça. Et, toutes ces techniques et cet accompagnement, c'est un accompagnement. Il faut pas se leurrer au départ. Bien sûr, hein, il y a des choses qui marchent en 2 séances. Moi, je travaille beaucoup avec les phobies sociales. Phobie sociale, on règle pas une phobie sociale en 2 séances, c'est pas vrai. Il y a un parcours, il y a un apprentissage et parfois, il faut même que la personne intègre qu'elle va mieux. Parce que la croyance que ça va pas, elle est tellement impliquée que c'est pour ça que les indicateurs sont super intéressants. Que la personne prenne conscience que, bah oui, avant, dans cette situation-là, j'y étais pas bien. Maintenant, ça va quand même vachement mieux. Ah ouais, je m'en étais pas rendu compte. Donc c'est tout ça, en fait. C'est pour ça que c'est passionnant. J'ai la croyance que c'est difficile de savoir ce qui est possible. Je partage évidemment ton point de vue de manière générale. On peut imaginer des situations où, en une séance, la personne fait des miracles. Ma croyance et ma conviction, c'est que quand c'est le cas, en général, il y a eu du boulot avant. Absolument. Cette métaphore du déménagement, si tu as bien préparé tes cartons, t'invites 3 potes, en 2 heures c'est fait, tu manges des pizzas et tu bois des bières. Si jamais l'appart, il est en l'état, dans son jus, bah, tu sais que tu as un peu de boulot avant de déménager. Donc quand nos clients viennent faire des miracles à notre contact, comme ça arrive parfois, c'est aussi quand même la beauté de l'outil. Hypnose, PNL, on est un peu dans dans la même énergie, la beauté de la thérapie en soi. La beauté des croyances et des attentes de nos clients. Et c'est vrai que l'hypnose a une force par rapport à ça, c'est que les gens viennent chargés d'attentes. Alors pareil, sur le cadre, ça mériterait de se poser la question, comment est-ce qu'on les nourrit, comment est-ce qu'on les encourage, parce que c'est une énergie de transformation qui est importante. Et puis parfois, les attentes, ça peut créer des déceptions aussi. Donc voilà, arriver à... Tu vois, je trouve qu'il y a plein de... Je sais pas si c'est des paradoxes, mais en tout cas, il y a des grands écarts qu'on est un peu forcé à faire. Mais effectivement... euh, quand les gens font des miracles avec l'hypnose, en général, à mon sens, c'est qu'ils ont quand même pas mal bossé avant et qu'ils ont préparé les cartons, quoi. Ah bah, je pense, moi je reprends souvent la métaphore d'Olivier avec mes stagiaires, c'est-à-dire que Olivier prend la métaphore d'une balance, c'est-à-dire que la personne, elle arrive, parfois, elle est presque là parce qu'elle a déjà tellement travaillé avec quelqu'un d'autre et elle arrive chez vous en une séance, vous faites le changement et la balance bascule. Et puis il y en a d'autres aussi, hein. Vous allez beaucoup travailler avec eux, peut-être ils s'arrêteront un moment et ils vont aller chez le voisin et c'est le voisin qui fait basculer. Donc, soyons humbles quand ça bascule et soyons positifs quand ça n'a pas encore basculé. Voilà, c'est vraiment. Et ça, moi, j'en parle tout de suite dans mes formations. Ouais. J'en parle vraiment beaucoup pour la posture. Ça fait chaud au cœur parce que pour le coup, je me rappelle
l'avoir vécu à de nombreuses reprises et l'avoir partagé avec des collègues, avec des amis hypno, en formation évidemment, euh, j'ai l'impression que cette pratique, comment dire ça, euh, peut nous faire vraiment avoir des pics. C'est-à-dire que parfois tu fais une séance, tu as l'impression d'être le roi du monde, c'est extraordinaire, etc. Et puis parfois tu fais des séances où bah, peut-être que tu te trouves nul ou tu es à côté de la plaque. Et le pire, c'est que même les séances où tu te trouves génial, parfois elles marchent pas si bien que ça. Et j'ai en souvenir quelques séances dont j'ai vraiment eu l'impression qu'elles étaient ratées, et peut-être à juste titre, mais la personne a réussi à faire son beurre avec et a quand même créé du changement. Et donc, en tout cas, j'ai l'impression que cette fréquence, ce rapprochement, des alternances entre c'est génial ou je suis génial et je suis nul, ça marche pas, finalement est tellement rapproché que ça nous force à être un peu rapidement dans la moyenne, de se dire, bon, bah, parfois c'est génial, parfois je suis bon, parfois l'outil il est pas si bien que ça, et puis parfois moi je suis pas un si bon accompagnant que ça, et ça nous place à peu près au bon endroit, c'est-à-dire on fait de notre mieux, on bosse, et puis dans la moyenne en général on arrive à aider les gens, quoi. Mais Tout à fait, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, il y a même des techniques. Moi, j'ai été aussi accompagnée et formée par Thierry Quelfas à Genève, qui est un hypno super, qui a beaucoup travaillé avec les techniques de Palo Alto. Je me suis formée aussi à ça d'ailleurs. Et, euh, et moi, j'ai été accompagnée par lui. Et parfois, il faisait des trucs. Maintenant, quand je revois avec le regard, je me marre parce qu'il me faisait des trucs complètement tordus avec plein de paradoxes. Mais à l'époque, j'étais tellement pas bien dans mes baskets que quand je repense à ça, je me marre. Et lui disait toujours que comme il faisait des trucs très dans le paradoxe, etc. D'ailleurs, j'ai envoyé des personnes aussi chez lui. euh, les gens ne comprennent pas ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. L'autre, il lui parle de ses tomates, il lui parle de trucs. Il n'a pas du tout avoir eu l'impression d'avoir fait une séance thérapeutique et il change. Donc, il faut être humble aussi, parce que parfois les personnes ne se rendent même pas compte que c'est le travail qui a été fait qui a permis le changement. Donc, il faut vraiment être clair avec tout ça, donner vraiment tout le pouvoir au patient et ne pas aller sur l'ego, parce que sinon on est mal. t'as en tête un ou deux exemples de paradoxes, je trouve ça toujours toujours intéressant si on arrive à donner un peu de matière concrète, de choses qu'il a utilisées peut-être avec toi ou que tu as gardé en tête. Alors, alors moi, ce qu'il a utilisé avec moi, c'était très drôle pour me faire comprendre que c'est une période où j'étais vraiment très, très, très mal, des difficultés. Donc, voilà. Et je me souviens avoir fait une séance où j'étais avec lui et il me racontait des trucs. Comme il y avait un ficus, ce ficus qui était là. Franchement, tu te rends compte alors qu'il devrait être à l'heure dans sa forêt. Enfin, c'est dégueulasse de faire ça à un ficus et son rideau. Il a joué pendant des heures avec son rideau et en fait, il attendait stratégiquement de me faire réagir. Et moi, j'étais dans une période où j'étais très mal psychologiquement et en mode passif. Hmm. Et quand je lui ai dit l'autre jour, d'ailleurs, je l'ai vu, quand je revois cette séance où il a travaillé sur moi, aujourd'hui, je me marre. Je me dis, mais qu'est-ce que tu étais bon. Il est excellent. C'est quelqu'un qui est excellent. Voilà. Donc c'est très drôle. C'est très drôle. Alors moi, je joue parfois avec ça, mais je suis pas douée comme lui. J'avoue que mon style est différent. Et d'ailleurs, je pense que chacun doit trouver son style. Et mon style est différent, mais j'adorerais avoir cette belle capacité. Je l'envie. Il est beaucoup dans le narratif, beaucoup dans le paradoxe, beaucoup dans du Nardone. Enfin voilà, c'est passionnant. Tu as dit un élément qui me paraît important et j'aimerais qu'on l'éclaire ensemble si ça te va. Euh, tu as orienté justement le projecteur côté client, quoi, comme si entre guillemets, la magie se joue chez le client, chez la personne qui crée le changement, qui vient vivre le changement. Je trouve qu'il y a parfois des extrêmes entre les deux postures, c'est-à-dire il y a une posture d'ego, c'est moi l'hypno, je vais te faire changer, je vais te mettre en transe, tu vas te rappeler de rien, tu seras transformé et c'est moi qui aurais bidouillé tout ça. Une autre posture, je caricature volontairement, où je ne suis que le garant d'un cadre,
où ta résilience naturelle va s'activer. J'ai l'impression que les deux extrêmes ne rendent pas justice à cette espèce de danse qu'est l'accompagnement. Toi, quelle est ta vision de ça? Alors, la question est un peu orientée. J'espère que tu me pardonneras. Tu gardes ta liberté, évidemment, de répondre dans ta justesse. Mais effectivement, comment est-ce que tu aides, en l'occurrence, tes stagiaires et toi, dans ta posture de thérapeute, à trouver le bon dosage entre proactivité, intervention, stratégie et en même temps liberté, finalement conviction que, in fine, on contrôle pas grand-chose de ce qui se passe et il y a beaucoup de la vie qui fait son job pour nous et pour nos clients, quoi. Complètement. Moi, j'enseigne vraiment cette posture de, faire confiance au client, que c'est lui qui fait les changements et que notre stratégie à nous, c'est de trouver le meilleur moyen pour l'aider pour qu'il fasse ces changements. Et, et du coup, moi, ce que j'enseigne aussi, c'est que bon, moi-même, enfin, je suis formée à l'hypnose et à d'autres approches, hein. Je pense que il s'agit pas d'être un héros, il s'agit pas d'être machin, mais d'être en accord avec soi-même. Et il y a certainement des outils, des approches qui nous parlent plus. Et ce qu'il faut, c'est avoir son propre style. Comme je te le disais, par exemple, par rapport à Thierry, moi, je suis incapable de faire ce qu'il fait. J'admire, j'aimerais, absolument incapable de faire ça. N'empêche que je fais des bonnes séances, que ça fonctionne, parce que je suis moi-même, je suis authentique. Et je pense qu'il faut rester, il y a l'authenticité qui est vraiment importante. Et puis faire confiance au client et par contre savoir s'adapter. C'est-à-dire que le client va pas rentrer dans des cases. Il faut savoir s'adapter. Je vais pas systématiquement faire une séance d'hypnose. J'ai aussi d'autres outils. Et oui, il faut vraiment savoir s'adapter. Pour moi, c'est et faire confiance. Là, Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Euh, si, d'une certaine manière. J'étais emporté par tes paroles, donc j'étais plus dans l'analyse de la réponse à ma question. À réécouter, puis nos auditeurs, auditrices nous diront, vous pouvez commenter. Est-ce que Tania a bien répondu à cette question? Euh, non, en tout cas, on touche du doigt un autre paradoxe, c'est-à-dire effectivement trouver son authenticité. Parce que bah, c'est notre maître à tous, Erickson, qui disait, voilà, vous pouvez pas faire du Erickson, il y en a qu'un, quoi. Donc, va falloir faire du Tania Laforce si t'es Tania, puis il va falloir faire du Adrien Moulard si t'es Adrien. Et pour nos auditeurs, auditrices, ben voilà, vous pouvez pas vraiment faire autre chose que vous. Si je continue les arguments d'autorité, Oscar Wilde qui me dit, soyez vous-même, les autres sont déjà pris, n'est-ce pas? Et pour autant, dans le processus d'apprentissage, on va modéliser. Et donc, on va se nourrir d'autres influences. Et finalement, c'est peut-être une danse ou des mécanismes de balancier où, tiens, je vais m'inspirer de certaines personnes, je vais répliquer peut-être leurs pratiques, leur manière de formuler, de communiquer, pour finalement l'intégrer et faire du soi. Et c'est vrai que tu me diras peut-être comment d'ailleurs t'aides les gens que tu formes. Au début, ben, faire du soi, c'est peut-être pas idéal parce que t'es pas encore thérapeute, t'es pas encore accompagnant. Ça se trouve, ce que tu fais, comme ce que font les gens parfois dans la société normale, entre guillemets, quand t'es pas exposé à ces outils, c'est tu fais des projections, c'est t'es dans ta tête. Donc voilà, il y a encore un équilibre, je trouve, qui est assez subtil à construire. Pas complètement. Alors, moi, je travaille beaucoup, alors, que ce soit en hypnose ou en PNL, hein, sur éviter de faire des projections. J'explique beaucoup comment fonctionne le cerveau. Et vraiment, il y a une attention particulière dès le départ à est-ce que tu interprètes, est-ce que tu fais des projections. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment aussi dans la posture hyper important. Et après, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ce que je conseille, c'est de voir plusieurs personnes pratiquer, puisque on prend, bien entendu, comme tu dis, on va modéliser, mais on va modéliser en même temps ce qui nous convient et avec quoi on a envie et avec quoi peut-être on est plus à l'aise ou on a envie de se challenger. Et moi, je conseille beaucoup, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup la FNH, puisque le cycle 1, par exemple, la FNH est enseigné par Olivier, moi-même ou Evelyne Joss. Et le cycle 2, ce sont plein de formateurs différents, d'origines différentes, avec même des points de vue différents. Et du coup, c'est hyper riche. Et moi, j'invite même à aller dans d'autres écoles. Je n'ai pas de souci avec ça, au contraire, hein. Je pense qu'on a à apprendre de différentes sources, de différentes manières de faire de l'hypnose. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi chez Olivier, avec qui je travaille, c'est qu'il est ouvert à toutes les pratiques.
On fait venir de l'hypnose de spectacle, on fait de l'hypnose de rue, on fait de l'hypnose ericksonienne, on fait de l'hypnose hellmanienne. Enfin bref, c'est une ouverture d'esprit pour que la personne trouve son style et se trouve ce qui lui convient, tout en étant pas, je dirais, strict sur la posture, il y a des choses qui doivent pas, je dirais, qui sont essentielles. Pour moi, c'est la posture, l'accompagnement. Et après, le style, la façon de faire, on peut faire. Je dis toujours, il n'y a pas qu'une bonne façon de bien faire. Il y en a plein, il faut trouver la sienne. Il n'y a pas qu'une bonne façon de bien faire, magnifique. Euh, je ne sais pas si c'est OK pour toi, mais justement, pour continuer de donner un maximum de matière aux personnes qui sont avec nous, euh, pour justement aider à construire la posture d'accompagnant la plus juste, est-ce que tu aurais, je sais pas, un ou deux trucs que tu aimes bien partager? Je pense notamment, comme tu parlais des projections. Alors, tu vas pas nous faire la formation là, mais voilà, si tu Ouais. peux nous donner une ou deux pépites de, tiens, comment est-ce que tu entraînes tes stagiaires à se prémunir autant que possible à l'impossible n'est tenu, mais Ouais. voilà, être attentif aux mécanismes projectifs qui sont quand même souvent présents chez nous, quoi. Alors, moi, j'explique dès le départ dans toutes mes formations, j'explique déjà aux stagiaires comment fonctionne le cerveau et je prends la notion de la carte du monde de PNL avec pour exprimer qu'un mot ne veut dire pas la même chose. Et dès le début même des bases PNL, on travaille à ne pas interpréter, un petit peu comme dans les accords Toltec. Je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien, je me concentre sur les faits et je questionne. C'est vraiment quelque chose que je... Et donc, on travaille vraiment sur ça. Et puis, en PNL, ben, que tu connais, on a des métaprogrammes, c'est-à-dire des modalités de fonctionnement. Et tout de suite, dans nos critères d'évaluation, on regarde si la personne n'est pas, pour ceux qui connaissent pas, P2, c'est quand j'imagine que je suis dans la peau de l'autre, pour faire simple. P3, c'est quand je suis en position méta, je prends du recul. Et P1, c'est quand je vois les choses de mon modèle du monde. Et là, je risque vraiment d'être dans mes interprétations. Et nous, dès le départ, on travaille là-dessus pour ne pas être là-dessus. Ou si je suis, je sais pourquoi j'y suis, c'est parce que je suis dans une période d'analyse en espère. Mhm. Donc, c'est vraiment cette notion, moi, je pense, qui est importante. Et je pense qu'il faut s'observer, se filmer et regarder, s'auto-observer en disant après, OK, si je suis honnête avec moi-même, est-ce que là, j'étais dans l'interprétation ou pas? Est-ce que là, j'étais dans ma posture? Est-ce que là, je reste vraiment dans ma posture ou pas? Nous, on le fait beaucoup en observation pendant les formations, mais je conseille de le faire après dans nos supervisions et même soi-même en auto-observation en se filmant. Super. Euh, Il y a un exercice que j'aime bien sur le. Mais je sais pas pourquoi je fais ce lien-là, tu sais, sur les résistances, et j'ai trouvé ce truc-là. Alors, je sais pas si je l'ai inventé ou si j'ai oublié à qui je l'ai piqué, mais j'ai l'impression de l'avoir inventé. C'est d'essayer de provoquer des résistances. Alors, je fais cet exercice où je demande aux stagiaires de provoquer ou d'essayer de provoquer des résistances volontairement. Donc, si tu aimes bien rentrer en hypnose les yeux ouverts, tu fais les yeux fermés, tu fais les yeux ouverts. Si tu aimes bien être assis, tu fais debout. Si tu aimes bien aller dans une forêt, tu vas à la plage. Là, c'est sympa, mais tu peux aller sur la banquise. Et en fait, ça fait un jeu très rigolo où tu te rends compte que tu as deux grands chemins possibles. Soit ça rompt le rapport et la personne ne suit pas. Mm. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que l'immense majorité du temps, les gens suivent, mais ils sont pas contents. C'est qu'ils vont Ouais, suivre la suggestion, mais vivre un moment désagréable. Et mon but à cet endroit-là, c'est voilà, en poussant le curseur dans la caricature de provoquer des résistances et effectivement, en l'ayant vécu de l'intérieur quand on te le fait à toi, mon pari pédagogique, c'est que après tu fais gaffe, quoi, parce que tu as vécu que c'est vraiment horrible quand quelqu'un projette et a priori projette des choses qui sont pas bonnes pour toi, quoi. ah, carrément, carrément. Il est très bien ton exercice. Je pense que je vais te piquer, Ben, vas-y, avec plaisir. Léa. Et en plus, et là, probablement qu'on se rejoint, c'est drôle. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment alors, à vivre, c'est un peu dur. Et évidemment, on finit l'exercice où on rétropédale, on se remet en posture saine et on repropose à l'autre parce qu'on finit sur quelque chose de positif. Mais donc, c'est vraiment un moment où il y a beaucoup de légèreté, et de joie enfin, et d'étonnement. Et je suis convaincu que quand on apprend en se sentant bien et en rigolant un peu, c'est bon pour le cerveau et c'est bon pour pour l'apprentissage et la mémorisation, quoi.
Ça, c'est ma pédagogie, hein. C'est confort, plaisir, et quand on a des feedbacks, on les donne de façon à ce qu'ils soient bien vécus, tout en étant précis. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Tu Bon. me fais faire un lien que j'avais pas prévu et tu as vu, je t'avais envoyé quelques questions en préparation de l'interview. On en a, je sais même pas, on en a probablement suivi quelques-unes, puis on s'est autorisé d'en explorer d'autres. Et le but, c'est que ce soit vivant, tout ça, évidemment. On va bien. Euh, j'ai vécu, en tant que stagiaire, en tout cas, parfois des situations où, alors, moi, pas trop personnellement, parce que dans mon histoire de vie, je me suis construit avec voilà, un ego bien trempé, une forme de confiance, pas toujours bien placée d'ailleurs, mais voilà, c'est comme ça. Et donc plutôt tranquille pour faire les exercices. Et voilà, même s'il y a un formateur qui peut être prestigieux qui me regarde, bah, qui me regarde et qu'il soit admiratif, tu vois. Bon, je caricature, mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de stagiaires se mettre une pression importante dans l'apprentissage, et notamment quand il y a le formateur qui observe, même si le cadrage est très positif en disant, voilà, on est là pour observer, pour vous aider à progresser, etc. Euh, Déjà, est-ce que tu partages le constat que certains stagiaires, pour pas dire la majorité, peuvent se mettre une pression et qui peut être du coup délétère pour l'apprentissage? Et tu l'as nommé, hein, côté léger et dans le bien-être. Comment est-ce que tu mets ça en pratique pour optimiser les chances que tes stagiaires soient les plus cool possibles dans leur apprentissage? Alors moi, je pense que c'est pour ça aussi que mon école marche bien. Euh, Moi, l'accueil est super important. Ok. Donc, les stagiaires se sentent vraiment accueillis, se sentent reconnus. Et moi, quand j'anime, eh bien, je fais beaucoup de démos, moi, en live. Voilà, j'aime bien. Et je fais aussi des erreurs. Et quand je fais des erreurs, je vous dis, voilà, et apprendre, c'est ça. Donc, j'insiste beaucoup sur, moi, et je retiens toujours Charlie Kingi, qui me disait, donc qui m'a formé en thérapie comportementale et cognitive, qui disait toujours, un bon modèle est un modèle imparfait. C'est-à-dire qu'en tant que formateur, parfois, bah, faut faire des trucs super parce qu'effectivement, tu es un modèle, mais il faut aussi accepter de se planter et il faut aussi dire, bah, tiens, là, j'ai pas bien fait ça. Est-ce que, alors moi, je fais ça beaucoup, ça, pour les gens. En termes de suivi, au départ, dans les premiers temps, je vais pas contrôler ce que font les gens, justement pour qu'ils se sentent à l'aise. Ça, Ok. c'est super important. Et après, bien sûr, il y a un feedback, un contrôle, et je soigne les feedbacks pour qu'ils soient en même temps professionnels et qu'ils soient en même temps accueillis. Je vais pas dire à quelqu'un, non, mais c'est nul ce que tu as fait. Enfin, voilà, c'est inverse de la PNL. C'est inverse de tout, de ma façon d'être en général. Et je pense qu'on progresse en petit à petit. Donc, je suis vraiment dans la pédagogie petit pas par petit pas. On a un suivi des stagiaires. Donc, souvent, il y a des personnes ressources qui sont là aussi pour voir par rapport à ça. Et le deal, c'est on part sur un point d'amélioration, pas 50, pour pas que ça paraisse inaccessible à la personne. Et on avance en petit à petit. Et donc, je pense que ça fait aussi bah, que les gens se sentent bien et en même temps, ben, quand on est au niveau de la certification, enfin, les feedbacks sont faits, quoi. On laisse pas faire n'importe quoi, hein. Par contre, je pense qu'on peut tout dire à quelqu'un. Ça aussi, ça fait partie de mes croyances, mais pas forcément n'importe quand ni n'importe comment. Et donc ça, c'est pour ça que la pédagogie est super intéressante. Avec le fameux feedback sandwich, Mm. ou la cacahuète, ou effectivement. Et d'ailleurs, c'est étonnant. euh, je te disais, moi j'ai plutôt confiance et je suis plutôt tranquille, mais c'est vrai que si on me dit, putain, là ce que t'as fait c'était nul, franchement j'ai du mal à l'accepter. Par contre, si on me dit, voilà, c'était bien, il y a ça qui était nul ou qui était améliorable, mais dans l'absolu, enfin voilà, si on entoure un petit peu le message de positif, on sent que c'est plus facile de le recevoir. Euh, T'évoques les personnes ressources, alors là c'est complètement improvisé puisque c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé et ça m'intéresse. J'ai trouvé une difficulté dans le positionnement de ces personnes ressources en tant que moi que formateur, parce que c'est, dis-moi si c'est votre principe chez Reactive, ce sont des personnes qui sont avancées sur le cursus, Ouais. qui peuvent être certifiées ou pas, mais qui sont pas encore des professionnels aguerris, qui sont en tout cas pas des formateurs ou des formatrices. Et donc j'aimerais, là c'est très égoïste entre guillemets, mais je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent, qui soient juste praticiens, mais peut-être aussi des gens qui peuvent être du côté de la formation. Comment est-ce que tu cadres justement leur posture et leurs interventions pour que
ils puissent faire leur job, d'être une ressource, d'apporter des regards, de faire des feedbacks, et en même temps qu'ils s'improvisent pas formateurs, et aussi pour que les stagiaires soient bien au clair sur, OK, c'est ça leur rôle, c'est ça ce que je peux attendre d'eux, et en même temps, ils n'ont pas parole d'évangile, personne ne l'a, mais en tout cas, c'est pas eux qui sont détenteurs de la parole de formation, entre guillemets. Comment est-ce que tu as structuré ce truc-là? Eh bien, déjà, ils ont une partie de la formation où on travaille sur la posture de personnes ressources. On y réfléchit ensemble. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, etc. Ensuite, quand on suit les personnes, on a un suivi par personne. Et donc, tous les jours, en fait, les personnes ressources, en général, on se réunit entre nous parce qu'elles passent d'une personne à l'autre. Et l'idée, c'est qu'il y ait un suivi des stagiaires. Donc, on échange. Et puis, moi aussi, j'ai le retour des stagiaires. Je pose la question aux stagiaires pour voir ce qu'ils ont pensé, etc. Donc, il y a vraiment, c'est un suivi, en fait, hein. Et donc, on travaille beaucoup sur cette posture. Donc, il y a le cadre qui est bien posé. Ce ne sont pas des formateurs. Redonnez-moi les infos, vous me dites et moi je rectifie pendant la formation, puisque ce qui a été utile à une personne qui a manqué à quelqu'un, ça peut être manqué à d'autres aussi. Et donc c'est très cadré en fait. C'est très cadré, ça m'arrive effectivement de recadrer une personne ressource en lui disant là c'est pas ton rôle. Ce qui est Donc pas évident à faire. Tu as intérêt aussi à être voilà, bien dans ta posture de formatrice et de feedback, puisque bien sûr, c'est souvent des gens qui sont très engagés, qui viennent faire voilà, des retours, se mettre en position de personne ressource. Et d'ailleurs, parfois, c'est l'occasion de constater qu'il y a encore un peu de boulot à faire, parce que t'es pas à l'abri que même après un certain nombre de modules de formation, dans cette posture de personne ressource, hop, 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 le fameux syndrome du videur de boîte de nuit, j'ai un petit peu de pouvoir, et ben je vais l'exercer, et puis je vais te faire des projections à tout va. Tiens, oui. comment tu rattrapes le truc, quoi. Ben, complètement, ben, c'est ça. Mais c'est toujours de la com, hein. Pour moi, c'est toujours l'art de communiquer, de faire passer un message et de qu'il soit accepté, quoi. C'est toujours pareil, hein. On est sur la balle. Moi, pour moi, la communication, ça ouvre toutes les portes et toutes les possibilités. Et Savoir on, passer, faire passer un message. Ouais. ouais, génial. Et on reboucle aussi avec cette dimension de cadre, parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est que le cadre est clair au début, et ensuite, et d'ailleurs le cadre passe par de la communication, et ensuite, par la communication, on s'assure que les différentes personnes qui sont impliquées dans le process le vivent bien, quoi. Ouais, oui, tout à fait, tout à fait. C'est toujours pareil. On est toujours dans la même logique. Absolument. Heureusement, quelque part. Ouais. On s'approche de la fin du temps qu'on a ensemble. Merci infiniment pour toute la richesse. Tu nous as déjà partagé énormément. J'aime bien finir. Je te donne les deux questions, entre guillemets, que j'ai en tête. La première, c'est si jamais voilà, tu as, un conseil, une pépite particulière, que ce soit peut-être pour des gens qui sont en début de pratique, peut-être encore en formation, ou voire des gens qui ont plus de bouteilles. Je te laisse réfléchir à ça. Et l'autre, ce sera vraiment, c'est pas vraiment une question, c'est une ouverture. Que la scène te soit ouverte pour finir, si jamais il y a un sujet, une question que tu aurais aimé que je te pose, un cri du cœur, voilà, que en tout cas on puisse s'assurer que bah, de ton côté aussi, tu aies pu nous partager tout ce qui te paraissait important. Ok, ok, ok. Alors, redis-moi la première, c'était Oui, un conseil. confusion, suggestion, si t'as... c'est pas toujours volontaire, en tout cas pas toujours consciemment volontaire. Oui, voilà, pour les gens qui nous écoutent, si tu as un conseil, voilà, que ce soit sur quelque chose qui te paraît vraiment important, sur la posture, sur la pratique, peut-être même sur le développement d'activités, voilà, pour donner un Alors, moi, maximum de matière concrète plutôt aux praticiens, praticiennes qui nous écoutent. ouais, ouais. Alors, sur la posture, moi, je dirais que il faut travailler cette posture de non, enfin, on dit position basse, cette posture de coach, et en même temps, en hypnose, moi, ce qui est hypnose de rue m'a beaucoup aidé. Et je trouve que, alors, faut pas le faire trop tôt peut-être, hein, parce que sinon on risque d'avoir une posture qui est pas adaptée. Mais je trouve que les inductions rapides, l'hypnose de rue, ça fait vraiment évoluer ma pratique, et j'aurais aimé l'avoir plus tôt. Excellent. Parce qu'au départ, quand je faisais de l'hypnose, à une quinzaine d'années, je pense que je faisais plutôt de la relaxation, en fait, tu vois. Et donc, je pense que voir différentes approches, aller voir ce que c'est l'hypnose de rue ou l'hypnose de spectacle, etc., jouer avec l'hypnose. Je pense qu'il faut jouer avec l'hypnose dans un premier temps,
pour pouvoir après avoir bonne posture, une assurance pour faire des inductions qui passent, quoi qu'il arrive, parce qu'on sait que ça va passer. Parce que, comme tu Mm. sais, hein, nos croyances ont un impact direct sur nos comportements et sur les autres. Et je conseillerais vraiment à tout le monde de faire. C'est pour ça que à la FNH, on fait induction rapide, on fait hypnose classique, parce que ça donne une posture qui fait que on va être beaucoup plus assuré. Et si on est beaucoup plus assuré, on peut être en même temps non directive et ça passe tout seul, mais ça passe quoi. Donc ça, c'est vraiment le conseil, c'est d'ouvrir à ces techniques, c'est de voir vraiment beaucoup de monde, de styles de pratiquer l'hypnose. Et c'est d'être humble. Et il n'y a pas une vérité vraie. Il y a vraiment plusieurs façons de bien faire. Ce que je déteste le plus, c'est voir les gens qui se chipotent sur les groupes, etc., qui s'insultent presque. En tant que thérapeute, je trouve ça complètement lunaire, en ayant la sensation que eux vont bien et pas les autres. C'est vraiment un truc, pour moi, c'est insupportable. Je Voilà. raisonne à deux titres par rapport à ce que tu viens de partager. Le premier, sur l'impression de savoir, c'était à l'époque du forum France Hypnose, était avant peut-être l'explosion de Facebook, et où tous les fils de discussion finissaient en invective, en mode «Mais vous ne comprenez rien à ce qu'est l'hypnose, monsieur!» Et tu fais «Mais on est justement dans des métiers de la communication», et c'est vrai que j'ai toujours un peu halluciné, et c'est encore le cas parfois sur certains échanges, j'allais dire du manque de modestie, en tout cas de l'affichage de certitude et une forme de communication qui est loin d'être une communication thérapeutique. Alors, on n'est pas censé être thérapeute les uns des autres les uns des autres sur un groupe Facebook, c'est pas le sujet. Mais par contre, moi, j'ai toujours pris un soin particulier. Si jamais ce que j'ai à dire, je sens que je vais pas bien le dire parce que je suis en colère, en général, je le garde pour moi. Pas besoin de sauter à la gorge des gens. Et quand je décide d'intervenir, j'essaye de le faire en utilisant nos outils. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est en partie ce qui m'a aidé à obtenir le job chez GF, puisque quand on a fait le test, j'ai eu des retours des stagiaires. La plupart me connaissaient des réseaux sociaux et j'ai vu des témoignages qui m'ont fait chaud au cœur de dire que voilà, mes interventions, le mot qui m'a marqué avec le recul, c'est qu'elles étaient judicieuses et généreuses. Ouais, Et comme c'est quoi, bien. alors ça prend un peu de boulot, c'est peut-être plus facile Ouais. de crier, de crier sur les gens, mais effectivement, en tout cas, je partage ta posture d'humilité et de respect, et à minima d'appliquer nos outils aussi en dehors du champ strictement thérapeutique avec nos clients. Et pour l'hypnose de rue, c'est la claque que j'ai reçue qui m'a transformé, effectivement. On faisait des hypnoses, des inductions plutôt lentes et progressives, nanana. Et j'ai fait un stage d'hypnose de rue et j'ai eu du bol. Je suis tombé sur un jeune homme, un mec de 18 ans, super doué pour l'hypnose. Et il m'a fait toute la panoplie. On était à Beaubourg, il n'y avait plus personne. Et puis après, c'était une forêt, puis il y avait un dinosaure. Il y avait une routine comme ça. Et en fait, il a tout vécu. Et à ce moment-là, ça m'a fait prendre conscience. Mais tu vois, consciemment, intellectuellement, mais aussi dans ma chair, quoi, dans mes ressentis, que mais l'hypnose, en fait, ça marche. Ça marche vraiment, tu peux vraiment faire ce genre d'effet. Non, mais parce qu'avant, tu es entre co-stagiaires et tu fais des trucs un peu ramollo, tu vois, c'est pas... Et non seulement ça marche, mais en plus, ça dépend plus de la personne que de moi, puisque ce que je lui ai proposé à ce jeune homme, c'était la même chose que j'ai proposé à la personne d'avant, c'est une des routines d'hypnose de rue, c'est la même chose que j'ai proposé à la personne d'après, et ça avait un peu marché, plus ou moins, mais avec lui, ça a super bien marché. Et donc, non seulement ça marche, mais en plus, elle n'est pas vraiment chez moi, l'hypnose, elle est plus chez la personne qui la vit. Donc, aller faire de l'hypnose de rue, c'est vraiment un game changer dans la pratique. Ça permet aussi ouais, de s'entraîner dans un contexte à faible enjeu. Alors, c'est pas évident d'aller aborder des gens dans la rue pour faire de l'hypnose. C'est là où, si vous le faites avec souvent il y a des formations, ils te mettent le pied à l'étrier pour rendre plus facile le fait d'aller oser aborder les gens. Mais en tout cas, c'est vrai que paradoxalement, pour l'accompagnement thérapeutique, c'est une force de confiance en soi, de confiance en l'outil et de confiance en l'autre qui est quand même vraiment fondamentale, quoi. Bah, complètement. C'est pour ça que nous, on l'a intégré maintenant dans les formations à la FNH, hein. Mm, Et mm, moi, je l'intègre même dans le cycle 1. Je leur fais faire des trucs un peu en direct, etc., pour qu'il y ait cette notion, quoi. Et on l'intègre, ouais, dans le cycle 2. Vraiment, je pense que j'aurais gagné du temps si j'avais fait ça plus tôt. Et d'ailleurs, c'est très ericksonien parce qu'il y a cette vision parfois en France qu'Erickson, ce serait l'indirect. Il me semble qu'il y a une phrase d'Erickson qui disait «Faites aussi direct que possible, Ouais, aussi indirect que nécessaire». Et exactement. faire des Exactement. gros ronds de jambes, si jamais tu veux que la personne elle ferme les yeux, tu peux juste lui dire de fermer les yeux.
Tu peux suggérer que les yeux deviennent lourds, tu vois, ou qu'ils se fatiguent. Bon, et effectivement, parfois, euh, je crois que ça a un peu évolué, mais c'est vrai que dans la transmission, il y avait juste de l'indirect, alors qu'en fait, Ericsson a développé l'indirect quand même plutôt dans la seconde partie de sa pratique. Euh, et en général, le direct, ça marche très bien, quoi. C'est dommage de faire compliqué quand on peut faire simple. Eh ben oui, moi, ma première formation d'hypnose que j'ai faite, je ne citerai pas le nom, mais c'était très, très indirect et je pense que je faisais vraiment de la relaxation, hein, pas autre chose. Et après, oui, j'ai appris dans une autre école à faire de l'hypnose plus directe et maintenant, dans mes consultations, je sais faire les deux et c'est bien. Et c'est ce qu'il faut. Enfin, c'est ce qu'il Mm. faut. C'est ma vision. Ça me fait faire un lien avec Bob Burns qui propose pour le coup, mais c'est pas vraiment entre direct et indirect, c'est plutôt entre autoritaire et permissif. Et il recommande de plutôt commencer par du permissif, parce que si ça marche pas, tu peux prendre une posture plus autoritaire. Mm, mm. Alors que si tu commences, tu C'est vois, il une dit bonne. good cop, bad cop, quoi. Si tu commences en étant le flic, le méchant flic, bah derrière, si tu deviens gentil, la personne, elle te croit pas, quoi. Alors que si tu as été gentil et qu'à un moment, voilà, tu dis, bon, non, là, ça suffit, maintenant, on avance. Bon, après, il faut voir, c'est aussi sa manière de pratiquer, mais en tout cas, ça nous éclaire aussi sur ces différentes possibilités et la souplesse qui est chouette de pouvoir développer, quoi. Ah, complètement. Complètement. On a fait un super tour de piste, Tania. S'il y a un dernier élément que tu as envie de nous partager, c'est pas du tout obligatoire, mais voilà, on a encore quelques minutes. Un élément que j'ai envie de partager, c'est bah, peut-être au risque de faire de la pub, Evelyn Joss et Antoine Bioy ont dirigé le grand livre des scripts hypnotiques. Et donc, bah, il est vraiment super. Ça donne des idées aux personnes qui débutent. Il n'y a pas que des scripts tels qu'on pourrait le croire. Il y a différents types d'inductions, il y a différentes approches. Il y a 60 participants et je suis très fière d'avoir participé puisque j'ai écrit dedans la technique des mains en miroir de Rossi. Donc voilà. Donc ça, c'est l'information du jour. Il vient de sortir la semaine dernière. Donc voilà, l'information pour tout le monde. Magnifique. Au moment où on enregistre ce podcast, sachant que j'ai parfois un petit peu de décalage entre l'enregistrement et la publication, mais en tout cas, a priori, ce sera quand même dans un timing raisonnable. Je suis très curieux du travail du collectif, connaissant la qualité d'Evelyne et des intervenants en général. Je suis particulièrement curieux, Tania, de ta proposition sur les mains miroirs, puisque c'est un des outils que j'utilise avec prédilection. J'ai construit un module de formation dédié à cette technique. Et donc, j'ai hâte de te lire pour voir, toi, ce que tu en fais et comment tu la proposes. Donc, je mettrai évidemment tous les liens pour mieux connaître ton travail. Tu as aussi écrit, mais là, ça commence à faire, un bouquin très chouette sur la gestion du stress. Donc, voilà, en tout cas, pour les gens qui sont intéressés, on mettra évidemment tous les liens dans la description de ce podcast. Et bah, écoute, merci infiniment. C'était un vrai plaisir humain et plein de pépites et de contenu. Donc, merci infiniment pour tout ce que tu apportes et tout ce que tu nous as apporté dans cet échange. Ben, merci à toi, c'était vraiment un plaisir. Et merci à tous ceux qui vont nous écouter. Et bien sûr, bon, vous connaissez les us et coutumes des réseaux sociaux. Vous pouvez liker, commenter, partager. N'hésitez pas à nous interpeller. Voilà, vous avez vu la passion qui affleure. Donc, voilà, si nos échanges invitent à la réflexion et à l'intelligence collective, on sera très heureux de ça. Absolument. À très bientôt. Bye bye, à bientôt.